de Dauphine, à toi de nous présenter tes propositions. Bien, d'abord un grand merci à tous ceux qui ont rendu possible cette journée de travail. Merci à nos amis de Toulouse et je citerai Pierre-André Jouvet, le directeur scientifique de la chaire économie du climat. Merci aux deux industriels qui ont bien voulu venir dialoguer avec les académiques. Bon, alors, après, quand on parle après Jean Tirole, évidemment, sur le plan théorique, on n'a pas grand-chose à rajouter. Donc moi, je vais vous faire les travaux pratiques. Premier point, Jean nous l'a rappelé, la mécanique qu'il appelle Pledge and Review, et que moi j'appelle plus prosaïquement la mécanique du libre-service, qui s'est introduite dans le processus de négociation depuis Copenhague, est une mécanique qui, si on la laisse se poursuivre telle qu'elle est, n'aboutira à rien. Ou, dans le meilleur des cas, elle aboutira tout simplement à une somme des engagements qui ne feront que donner le scénario que nous autres économistes appelons contrefactuel, c'est-à-dire le scénario toute chose égale par ailleurs. Ça veut donc dire que il faut, dans la dernière ligne droite de la négociation, d'ici décembre prochain, qu'il y ait un processus d'accélération de la négociation dans laquelle on commence à discuter des choses qui fâchent. Les choses qui fâchent, c'est les questions de prix, c'est du prix du carbone, c'est des questions de coûts, c'est des questions de promesses financières qui ont été faites et sur lesquelles aujourd'hui il n'y a pas de crédibilité, et c'est les questions de répartition de ces bénéfices et de ces efforts entre pays. Et si on ne pose pas ces questions qui fâchent avant la COP, elles se poseront pendant la COP, et il y a un grand risque que cette COP se reproduise des scénarios qu'on a malheureusement connus à Copenhague. Deuxième point, Jean a parlé de l'extrême importance de tout ce qu'on appelle la MRV, des systèmes indépendants de mesure et vérification. Je crois que ces systèmes de MRV ne sont pas du tout... Alors très souvent, on les considère comme des problèmes techniques. Oui, ouais, c'est vrai que ce n'est pas très amusant de s'occuper de ces problèmes de MRV. C'est des questions fondamentalement politiques. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement international où la majorité des pays hors annexe 1, entendez par là les pays émergents, les pays pétroliers et les pays en retard de développement, ne sont pas disposés à rentrer dans un système commun de MRV. Je pense donc qu'il faut trouver une incitation pour les y faire rentrer, et il faut trouver une incitation aussi qui crédibilise autant que faire se peut la promesse des 100 milliards qui a été faite en 2009 à Copenhague et qui est aujourd'hui une promesse qui bloque chaque réunion internationale. C'est la raison pour laquelle nous avons imaginé, à la chaire économie du climat, un système de bonus-malus carbone international sur le mode du bonus bonus-malus carbone que nous connaissons pour les achats d'automobiles en France. Ce bonus-malus, simplement, serait un système entre pays calé sur le niveau moyen d'émissions par habitant. Un pays émet 8 quand la moyenne est 6, il a une dette qui est de 8 moins 6, donc sur la fraction de ces émissions qui sont au-delà de la moyenne mondiale. À l'égard de qui a-t-il cette dette? À l'égard des pays qui ont une créance parce qu'ils sont en dessous de la moyenne internationale. Si celle-ci est à 6 et que je suis à 4, j'ai un bonus de 2 multiplié par le nombre des habitants. Nous voyons 4 vertus à ce système de bonus-malus. Le premier, c'est une formidable incitation financière à attirer les pays hors annexe B dans un système indépendant de MRV. Ces incitations n'existent pas aujourd'hui. Il suffit de 1 $ par tonne de CO2 pour financer largement de quoi monter ce système de MRD. Deuxième point, contribuer au financement des promesses de 100 milliards de transferts avec un taux de 7 $ la tonne de CO2, je finance chaque année 100 milliards de transferts. 3, tester le consentement à payer des pays riches. Alors, tout le monde me dit, mais jamais ils devront payer. Mais si personne ne veut payer, je ne vois pas comment nous pourrions avoir un accord ambitieux. Dernier point, le système est très incitatif en régime de croisière, puisque chaque pays qui réduit ses émissions moins vite que la moyenne mondiale, soit voit se rétracter son bonus, soit perd son bonus. Troisième point, et le dernier point, je crois, parce que le temps nous est compté, le système de cap and trade
que Jean Tirole appelle de ses voeux est un système que nous appelons aussi de nos voeux. Je crois qu'on a peu de chance de reconstruire une sorte de cap and trade mondial, une sorte de super Kyoto, entre les pays. En revanche, et il l'a dit, il faut tirer parti de toutes les expériences de tarification du carbone qui ont été faites depuis 20 ans. Il y en a beaucoup. Gérard nous a beaucoup parlé des difficultés qu'on a en Europe. J'avais envie de répondre, mais on m'a dit non, c'est pas maintenant. Bon, donc on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais l'expérience européenne est évidemment passionnante. On voit que l'accélération en Chine est formidable. On voit qu'en Amérique du Nord, où malgré les difficultés liées à la structure fédérale au niveau des États fédérés, dans les États, il se passe beaucoup de choses. Donc je crois que l'enjeu de la COP serait qu'on puisse créer les bases d'une accélération de cette tarification et d'une harmonisation de ces tarifications du carbone qui aujourd'hui sont menées en ordre dispersé, avec des conséquences tout à fait préjudiciables sur l'efficacité économique, puisqu'on a une morcellisation des prix du carbone, on n'a pas un signal unique, et surtout on a une impossibilité de faire communiquer les systèmes entre eux, parce que les règles ne sont pas convergentes. Donc le grand avancé pour nous de la COP21 serait qu'il y ait un engagement à ce qu'on crée entre 2015 et 2020 les bases d'un vrai marché transcontinental du carbone d'ici 2020. Je crois que c'est techniquement possible. Nous sommes prêts, en tant qu'économistes aujourd'hui, à y contribuer techniquement sur la base des courbes d'expérience. Encore faut-il qu'il y ait une vraie volonté politique de le faire. Et j'insiste sur un point, je crois qu'il est important que cette intégration des marchés du carbone se fasse dans le cadre de la COP 21, dans le cadre multilatéral des Nations Unies, car si on le fait en dehors de ce cadre, comme c'est souvent l'idée de nos collègues américains, eh bien je pense qu'on a un très fort risque en rattachant des marchés qui chacun n'ose pas trop aller vraiment de l'avant, de tout simplement faire encore baisser le prix international du carbone en raccordant entre eux des marchés qui sont les uns et les autres suralloués. Donc voilà les deux types de propositions, un peu hybrides. Je le reconnais, Jean, un tout petit peu loin de ce que tu appelles l'optimum de premier rang, le first best. Mais malheureusement, je crois que le monde réel tel qu'il existe ne permet pas, compte tenu des multiples contraintes, de directement viser cet optimum de premier rang, même si, et nous te remercions de l'avoir rappelé, évidemment, la cible ultime, c'est bien de se rapprocher de cet optimum de premier rang. Merci de votre attention.